Auditorium René Bartholdi. Alors nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du bicentenaire 1914-1918 pour écouter donc M. Morillon, Marc Morillon, qui est médecin inspecteur général et également professeur agrégé au Val-de-Grâce. Alors le sujet, c'est le parcours d'un blessé pendant la guerre 1914-1918. Nous tenions à ce que justement le côté médecine, santé soit abordé au niveau de notre exposition sur la Première Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, on remercie M. Marc Morillon pour sa présence et le plaisir qu'il nous fait d'être là aujourd'hui. Nous le remercions également pour sa participation et son aide précieuse pour l'exposition que nous allons faire donc ici à Jean-Bernard du 9 au 12 novembre. Vous allez voir peut-être quelques maquettes tout à l'heure du travail qu'il a fait. Voilà. Bon, je vais laisser la parole à Marc Morillon et bonne conférence. Bien, bon après-midi à tous. J'espère que je vais vous intéresser. Alors d'abord, pourquoi ce sujet des blessés pendant la guerre 14-18? Nous sommes le lendemain du jour des morts et la semaine prochaine, on va célébrer le 11 novembre, comme tous les ans, et chaque fois il est question des morts. Alors il est indéniable que la guerre 14-18 a été très meurtrière, environ pour les Français 1 300 000 à 1 400 000 morts, mais il y a eu également 3 millions, ou un peu plus de 3 millions de blessés. Et les blessés, on les oublie souvent, et c'est la même chose dans les conflits actuellement. Lorsque l'on vous parle des opérations extérieures, en Afghanistan en particulier, on parle des morts, on dit rapidement qu'il y a des blessés, mais après ça, les blessés, on les oublie, alors que vous avez des gens qui vont souffrir dans leur chair, dans les plans. Ça, c'est bon pour l'état-major, mais ça a été bon aussi pour le service, puisqu'on s'était assez logiquement préoccupé de savoir ce qui s'était passé dans les conflits récents, notamment pendant la guerre des bourgs en Afrique du Sud ou pendant les guerres des Balkans. Et en particulier, le médecin inspecteur général de l'ordre, qui est un chirurgien renommé, avait bâti toute une théorie là-dessus, et tout partait du principe que lors de ces conflits récents, la plupart des blessés étaient des blessés par balle, par armes légères. Il y avait très peu d'usage de l'artillerie, et donc on avait fait nos plans là-dessus. En plus, il s'était passé quelque chose de nouveau, c'est que depuis peu de temps, on avait abandonné la poudre noire, on était passé à la poudre sans fumée, qui donc avec une vitesse des balles nettement supérieure, et aux balles dites chemisées, vous avez des balles de fusil Lebel avec leur coiffe en cuivre, et donc qui avait un très fort pouvoir pénétrant, qui faisait un trou d'entrée, un trou de sortie, et à condition qu'elle n'ait pas traversé un organe vital entre les deux, le blessé pouvait, à condition d'être pensé sommairement, attendre plusieurs jours. Et on en était arrivé à des véritables délires, comme ceux que vous avez sur ces deux exemples, d'un manuel et d'un journal qui s'appelle Le Stéphanois, où on arrivait à parler de balles humanitaires. Je pense que vous n'avez jamais entendu parler de ça avant. Hein. Voilà. Les balles, à partir du moment où elles ne faisaient pas des grosses blessures qui s'infectaient, etc., on appelait ça des balles humanitaires. Donc la guerre nouvelle était très belle, ça allait être beaucoup plus facile, et on allait la faire avec des balles humanitaires. Donc on s'était dit, finalement, pas besoin de mettre des chirurgiens à l'avant, parce que soit les gens sont morts, soit ils peuvent attendre. Et donc, à l'avant, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire des pansements rapides, arrêter les hémorragies, emballer, et on va les envoyer à l'arrière, dans les hôpitaux, à l'intérieur du territoire, le plus loin possible, parce qu'on s'était dit quand même qu'il y aurait sans doute, lors des premiers combats, beaucoup de pertes, et finalement, pour ne pas saturer tous les hôpitaux qui étaient le long de la ligne des combats, on avait envoyé les premiers blessés le plus loin possible à l'intérieur de la France. D'où ces deux principes, emballer, évacuer et remplir par le fond. Remplir par le fond, maintenant vous avez bien compris, c'est-à-dire que les premiers hôpitaux services seraient ceux de Biarritz, de Nice, de Perpignan. Alors, de qui disposait-on pour soigner les blessés? Voilà quelques portraits. Un brancardier régimentaire. Alors, qu'est-ce que c'était qu'un brancardier? C'était un soldat qui était mis à disposition du médecin-chef par le colonel,
à qui on avait donné quelques rudiments pour pouvoir en particulier faire un pansement, arrêter une hémorragie, mais pas beaucoup plus. Et puis des infirmiers. Alors infirmier à l'époque, il faut savoir que la profession d'infirmier ou d'infirmière n'existait pas. En tout cas, n'était pas codifiée. Que jusqu'aux années 1900, c'était les religieuses qui servaient d'infirmières dans les hôpitaux. Que du côté des militaires, les infirmiers, c'était des brancardiers, des aides-soignants, des secouristes, si vous voulez, des guerres plus. Et qu'un infirmier ou une infirmière tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça n'existait pas. Donc, quand on dit infirmier, il s'agit soit de ce qu'on appelle les infirmiers d'exploitation, ici à droite, c'est-à-dire des secrétaires, des manutentionnaires, des cuisiniers, etc., qui servaient dans le service de santé, bon, rien à voir, et puis des infirmiers de visite. Alors ceux-là, ils étaient un petit peu plus spécialisés, ils avaient un petit peu plus appris quelque chose, et on trouvait en particulier parmi eux beaucoup d'étudiants en médecine qui, pendant leur première année de service militaire, servaient ainsi. Et puis, bien sûr, ici, les médecins, dont on va parler quand même un petit peu plus abondamment après, les pharmaciens, dont on verra, on n'aura pas le temps d'évoquer en détail, mais qui ont eu un rôle très important à partir de l'apparition de la guerre chimique, de la guerre des gaz, et en particulier quand il s'agit de neutraliser les gaz et d'inventer les premiers systèmes de protection. Et puis les officiers d'administration du service de santé, qu'il ne faut pas négliger non plus, et qui vont avoir un rôle essentiel, non seulement dans la gestion des ambulances des hôpitaux, mais aussi dans toute la gestion des évacuations et des trains sanitaires, et toutes ces norias de trains sanitaires. Vous imaginez la régulation complète que ça peut être, avec des milliers d'hommes à évacuer pendant que dans l'autre sens circulent des munitions et les renforts. Et puis enfin, dernière catégorie de personnel, les conducteurs. Et il faut bien réaliser qu'en 1914, l'armée est hippomobile. Il n'y a pratiquement pas d'automobile, c'est extrêmement rare. On les avait prévus, mais il y en avait très peu. Et la plupart des voitures d'ambulance que vous avez ici sont des voitures à chevaux. Ça va durer encore pendant une bonne partie de la guerre. En tout cas, en 1914, il n'y a pratiquement que ça. Donc, ces conducteurs, ces charretiers qui prennent les équipages, avec cette image qui a été dessinée par un médecin, justement, qui est au musée du Val-de-Grâce, et vous voyez ce que c'est qu'un convoi d'ambulance du service en 1914. Donc, finalement, on est dans des conditions qui sont assez proches de celles du 19e siècle. On est encore dans le 19e siècle, et beaucoup de choses qui rappellent encore les guerres du Premier et du Second Empire. Survient la mobilisation, et vous avez ici une photo, voilà ce que ça pouvait ressembler pour le personnel d'une ambulance. Alors, j'en profite puisque je cite le nom maintenant. Lorsque l'on parle d'ambulance en 14-18, une ambulance c'est un hôpital ambulant. C'est une structure fixe qui peut se déplacer, ce n'est pas un véhicule. Le véhicule, ça s'appelle une voiture d'ambulance, la voiture qui est attachée à ça. Alors, depuis, on comprend autrement, mais souvent ça introduit beaucoup de confusion. Et donc, le personnel d'une ambulance du corps d'armée, vous voyez de tous les âges, il y a même sans doute des médecins assez âgés, des infirmiers, des gens mobilisés, des gens actifs, et tout ce monde-là, dans la chaleur de l'été 1914, va partir vers le front. Alors, pour vous donner une idée de cette mobilisation, voilà les effectifs du cadre actif, c'est-à-dire des médecins, pharmaciens, officiers d'administration de carrière, et de l'autre côté, du cadre auxiliaire de tous ceux qui étaient mobilisés. Donc on est dans des proportions de 1 à 10, voire même plus dans certains cas. Donc on souligne ici l'importance de tous ces médecins mobilisés, et pour des régions comme ici, c'était valable aussi, et en particulier des plus jeunes, des étudiants, ou ceux qui venaient à peine de terminer leurs études, mobilisés comme médecin aide-major. Vous avez un képi de médecin aide-major, c'est-à-dire un sous-lieutenant, ou comme médecin auxiliaire pour ceux qui n'avaient pas terminé tout à fait leurs études. La guerre commence, et la guerre commence de façon différente de ce qu'on avait imaginé. Alors là, vous avez une image du petit journal qui vous montre ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire les grandes charges, l'offensive, on parlait d'offensive à outrance, ces grandes charges d'infanterie exploitées par la cavalerie, et puis, bon, il y a quand même un aspect un peu moderne avec la présence des dirigeables, là, ici, des zeppelins et de quelques avions, mais en fait, on est encore dans une guerre du 19e siècle. Et, je vous l'ai dit, on avait vu des blessures par balle. Et en réalité, on s'est retrouvé confronté à des armes beaucoup plus modernes et beaucoup plus meurtrières de la part de nos
aux ennemis allemands, avec les mitrailleuses, qui existaient aussi du côté français, et surtout avec cet énorme mortier là-haut, l'artillerie lourde, qui faisait cruellement défaut du côté français, qui était très développée grâce en particulier à la maison Krupp du côté allemand, qui faisait que les soldats français au début recevaient des bombardements des obus sans voir l'ennemi. Il y a des corps, comme le fameux 15e corps, dont on va beaucoup vous reparler ici, qui a énormément souffert pendant la bataille de Dieuze, dans lesquels les gens sont tombés, il y a eu des tas de morts, ils ne voyaient pas les ennemis, parce que les canons allemands étaient à 15 km derrière. Et d'où les légendes dont on nous ressasse les oreilles, qui sont des bêtises, les histoires de pantalons rouges que tout le monde voyait et sur lesquels on tirait. Vous pensez bien que l'artilleur allemand qui est à 15 km derrière et qui bombarde, les pantalons rouges, il ne les voit pas. Il voit des masses, il traite des masses d'infanterie qui se déplacent, parce que ça se voit. Et c'est comme ça que ça se passait. Donc la conséquence pratique de tout ça, c'est que là où on attendait 80% de blessés par balle, on a eu en réalité 70% de blessés par éclat d'obus. Les plaies ne sont pas du tout les mêmes. Un éclat d'obus, pour ceux qui n'en ont jamais vu, c'est une pièce de métal qui va de cette taille-là à quelque chose qui peut aller jusqu'à 1 mètre, dont les bords sont complètement déchiquetés et qui arrive en tournoyant, qui peut couper un homme en deux, le décapiter, ou, dans le meilleur des cas, faire une plaie, mais une plaie très importante, avec souvent des fractures, avec souvent des grosses lésions, des hémorragies importantes, et qui s'infectent facilement. Autrement dit, le pansement individuel que vous avez ici en haut à gauche était largement insuffisant devant des blessures comme ça, et énormément de blessés mouraient rapidement, d'autant plus que les moyens d'évacuation, comme vous le voyez sur ce tableau qui représente la bataille de Lachy pendant la bataille de la Marne, avec tous ces oies étendus par terre qu'on est en train de charger dans une charrette de paysans, là encore, on était encore dans les conditions de Premier Empire. Une charrette avec un peu de paille, les blessés entassés dedans, qui se déplaçaient au rythme du cheval, on avait largement le temps de mourir. Et quand les blessés arrivaient au centre de secours ou après à l'ambulance, ils tombaient sur des endroits saturés. Vous comprenez bien qu'une division, un corps d'armée s'était prendre sous un feu d'artillerie comme celui qu'on avait vu tout à l'heure, c'est des milliers et des milliers de blessés, tout le monde est saturé, on ne sait plus quoi faire, et il n'y avait pas de chirurgien à l'avant. Puisqu'on avait prévu qu'on évacuerait sur l'arrière, tous les chirurgiens étaient derrière, devant, il n'y avait que des généralistes ou des jeunes médecins qui ne faisaient que mettre un petit peu de teinture d'iode, quelques pansements, une injection de caféine, comme on disait, pour soutenir le cœur, et puis après, il fallait que ça attende l'évacuation, et ça durait quelquefois plusieurs jours. Le tableau que vous avez sous les yeux fait partie lui aussi des collections du Val-de-Grâce, et vous voyez très bien l'ambiance dans une de ces ambulances. Alors les petites plaies, évidemment, on peut les traiter, et puis il y a d'autres malades, comme cet officier qui est en train de mourir avec le secours de l'aumônier. Une fois cette première étape passée, donc là on est déjà à 24-48 heures après la blessure, pour ceux qui ont survécu, eh bien ils attendaient dans un hôpital d'évacuation de pouvoir être envoyés vers la zone de l'intérieur. Vous avez sur la carte la séparation entre ce qu'on appelait la zone des armées et la zone de l'intérieur, et ces évacuations se faisaient principalement par chemin de fer. Le problème, c'est que là aussi, on avait prévu, avant la guerre, qu'il y aurait des chemins de fer sanitaires. En réalité, il y en avait 5. Il y avait 5 trains qui étaient prévus, équipés comme il faut, et le reste, c'était des trains avec des wagons comme celui-ci. Vous savez, ces wagons en bois sur lesquels il est marqué 40 hommes ou 8 chevaux, et qui n'ont pas de fenêtre, dans lequel on met un petit peu de paille. Quelquefois, ils ont servi à amener des chevaux, d'ailleurs, dans l'autre sens, vers le front, et ils vont repartir vers l'arrière, quelquefois sans avoir même changé la paille. Les blessés sont là. Il n'y a pas d'infirmier pour les secourir, puisqu'on ne peut pas circuler entre les wagons. Il aurait fallu en mettre un dans chaque wagon, mais il n'y a pas d'intercirculation. Donc, ils sont fermés là, à se débrouiller pour leurs besoins, en n'ayant souvent pas d'eau, pas de nourriture, et ils vont passer plusieurs jours, puisque ces trains se déplacent extrêmement lentement, 15 km/h, pour aller traverser toute la France. Donc vous commencez à voir, à travers les différentes étapes que je vous décris, là on est toujours en août-septembre 14, le calvaire de ces blessés au début de la guerre. Et puis enfin,
lorsque les survivants arrivent à l'arrière, ils arrivent dans des formations. Et là, aussi, quelque chose qu'il faut réaliser, la France entière est mobilisée. C'est-à-dire que les hôpitaux militaires, certes, ils sont peu nombreux, mais à côté de ça, énormément d'établissements, alors les hôpitaux civils qui ont ouvert des salles, mais enfin, ils ont aussi leurs propres malades, et puis des tas d'établissements improvisés, dans des collèges, dans des séminaires, dans des grands hôtels. Hein, on voit tous ces hôpitaux temporaires, ou alors ces hôpitaux auxiliaires. Quand vous voyez le terme d'hôpital auxiliaire, ça veut dire que c'est un hôpital qui est administré par la Croix-Rouge. Et puis enfin, quelque chose d'extraordinaire qui nous paraît inimaginable aujourd'hui, les hôpitaux bénévoles. Alors un hôpital bénévole, c'était une villa de maître, c'était une bastide, là ici, et qui était mise à la disposition de l'armée par ses propriétaires. Et les propriétaires disaient, écoutez, moi j'ai une grande maison, je peux accueillir 5 blessés, je peux accueillir 10 blessés, etc. Et puis pour les soins, il y a le médecin du village qui viendra s'en occuper. Et donc les gens, tous ces gens qui avaient des belles maisons, venaient à la gare chercher leurs blessés. C'était bien leurs blessés qu'ils amenaient avec la voiture, le chauffeur à la maison. Et les blessés étaient soignés un petit peu partout, avec des degrés de qualité très très variables, donc vous pouvez l'imaginer, ça dépend qui les prenait en charge. Donc au total, vous voyez au départ une grande pauvreté, une grande misère, beaucoup de souffrance, à l'arrivée quelque chose d'un petit peu mieux, mais toujours dans une grande improvisation. Là, je pourrais évoquer ceci, je vous ai mis une photo, c'est un hôpital à Paris, c'est l'hôpital temporaire qui était installé dans le lycée Janson de Sailly. Et alors, dans ces hôpitaux de l'intérieur, il nous fallait des infirmières. Comme les lois anticléricales de 1903-1905 avaient chassé les religieuses des hôpitaux, ils n'avaient plus le droit d'y exercer, il fallait bien trouver. Les hommes infirmiers étaient partis, ils avaient été mobilisés sur le front, et donc heureusement qu'on avait les volontaires de la Croix-Rouge. Depuis la guerre de 70, depuis la guerre d'Italie de 1860, après la bataille de Solferino, en particulier la Société de secours aux blessés militaires s'était mise à disposition du ministère de la Guerre et s'engageait à lui fournir des bénévoles. Au cours de la guerre, on aura l'occasion d'y revenir, les sociétés de la Croix-Rouge ont fourni 110 000 infirmières. Vous voyez, c'est quand même un apport considérable et ces bénévoles méritent d'être cités, on aura l'occasion d'y revenir. À côté d'elles, les infirmières militaires, alors ça c'est petit à petit qu'on s'est dit finalement les bénévoles c'est bien, mais si on arrivait à rémunérer aussi un certain nombre d'infirmières, on en aurait peut-être un petit peu plus. Et donc on a créé ce statut d'infirmière militaire engagée pour la durée de la guerre et qui elle était payée. Et puis enfin les religieuses qu'il ne faut pas négliger, puisque bien qu'ayant été chassées, elles n'étaient pas rancunières, elles sont revenues reprendre leur poste dans les hôpitaux et heureusement. Et là c'est 12 000 aussi d'entre elles qui ont été engagées dans le conflit. Alors pour illustrer ce circuit chaotique, voilà, j'ai retrouvé les souvenirs d'un clairon du 7e bataillon de chasseurs alpins. Alors ça touchera aussi pour les gens de la phare, il s'agit de Draguignan, mais quand j'ai vu les morts de la phare les Oliviers, j'ai vu qu'il y avait un nombre significatif de chasseurs alpins aussi. Donc même genre de circuit. Blessé dans l'aile, le 25 septembre 14, il a pris 3 balles dans le thorax, donc évidemment il crache du sang. Il a au moins un pneumothorax et une hémorragie. Il rejoint lui-même le poste de secours. Ensuite, on le transporte en charrette, on le prend en pitié. Et là, il attend une nuit assis dans l'ambulance. Mais j'imaginais l'ambulance tout à l'heure surchargée, on n'a pas le temps de s'occuper. Le lendemain, on l'évacue en automobile. Il embarque à Montdidier. Et là, il passe une nuit dans le train. Les conditions que vous avez vues tout à l'heure, dans un wagon de 3e classe. Le 27 septembre, il change le train. Le 28, enfin, 3 jours après, on pense enfin à lui changer son pansement, qui était complètement raide de sang, complètement coagulé. Et c'est seulement 5 jours après qu'il arrive à Dax, et que là, il tombe dans un havre de paix, parce qu'il tombe dans un hôpital auxiliaire de la Croix-Rouge. Donc il fallait, vous voyez, que pour ces blessés du début, ils soient particulièrement solides pour arriver jusqu'au bout de ce circuit. Mais souvent dans très très mauvaises conditions. Effectivement, la mortalité était très élevée, ces plaies très infectées se gangrénaient, et souvent, quand les gens n'étaient pas morts à l'arrivée, il fallait se résoudre à des amputations assez larges, et donc une grande catastrophe, et ça à l'échelle de milliers et de milliers d'hommes. Donc ça ne pouvait pas laisser l'opinion publique indifférente,
Et les journaux s'en sont émus avec un certain nombre de ténors, de leaders d'opinion, comme Clémenceau, avec son journal L'Homme libre, hein, et puis Maurice Barrès, dans les Quais de Paris, qui avait mis cet aphorisme: les blessés sont faits pour être soignés. Et à dire, on vous rappelle quand même que votre rôle, c'est de soigner les blessés. Donc manifestement, là, il y avait eu une carence, il y avait eu un défaut de prévision, et il fallait réagir. Donc nous sommes à peu près en octobre 1914. Et là, dès l'hiver 14-15, on décide de changer un certain nombre de choses. On décide de changer l'organisation du service, bon, je ne rentre pas dans les détails. On nomme un personnage essentiel ici, qui est un avocat lyonnais, qui s'appelait Justin Godard, et qui lui-même fait nommer un chirurgien, qui est le médecin inspecteur Chavas, qui va être le chirurgien chef du grand quartier général. Et là, ils vont revoir complètement le fonctionnement du service de santé. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir intervenir une espèce de révolution qui va être la base de ce qu'on connaît aujourd'hui, la base de quelque chose de beaucoup plus performant, et en particulier de la médecine et de la chirurgie de l'avant, qu'on va avoir l'occasion de voir. En même temps que tout ça se déroulait, la guerre changeait complètement de physionomie. À cette guerre de mouvement très meurtrière succédait la guerre des tranchées. Les armées s'étaient immobilisées, les soldats s'étaient enterrés, on se protégeait, et on commençait à attaquer le premier hiver dans des conditions très difficiles. Vous avez sur cette photo des infirmiers qui sont en train de déjeuner devant leur poste de secours. Vous voyez une cagnard, comme ils disaient, un très très rustique. Hein, ils sont allés prendre l'air parce que là-dedans, l'air est pestilentiel. Hein, et ils ont revêtu des peaux de bique parce que les vêtements ne sont pas adaptés aux premières conditions d'hiver. Le premier hiver est extrêmement dur. Là aussi, un poste de secours du 111e régiment d'infanterie. Je vous ai mis ce régiment parce que c'est un régiment qui était à Antibes et qui mobilisait énormément de jeunes provençaux. Donc un certain nombre de nos compatriotes y étaient. Voilà la carte du front à cette époque-là. Donc un front étendu sur 700 km environ, de la mer du Nord jusqu'à la Suisse, hein, qui va très peu bouger au cours de la guerre. Hein, et le long de ce front, les fameuses tranchées. Les silhouettes des gens ont changé aussi, hein, en particulier à partir de la fin 1915, enfin en cours de 1915, avec évidemment des apparitions des uniformes bleu horizon, l'apparition d'une révolution, pour tout le monde d'ailleurs, aussi bien pour les Français que pour les Allemands, pour les Anglais, c'est l'apparition des casques, puisqu'on s'était aperçu qu'il y avait énormément de blessures à la tête et qu'il fallait protéger les têtes, les casques en acier. Et puis enfin, j'insiste ici, la réapparition des aumôniers, parce que quand il y a énormément de pertes, énormément de blessés comme ça, il y a énormément de souffrances psychiques, morales, et le secours des religieux et des aumôniers est essentiel, et ça a été une des choses qui ont marqué énormément les poilus. Changement de style de guerre, donc vous avez tous vu ces images, cette image de la sortie de la tranchée de George Scott, ou cette photo aérienne dans laquelle vous voyez ces tranchées, les trajets en créneaux sont les tranchées. Les créneaux, c'est pour éviter que quand l'ennemi s'empare de la tranchée, il puisse prendre la prendre en tir d'enfilade. Hein, donc ça rompt la continuité. Et puis entre les tranchées, tous ces chemins de communication enterrés qu'on appelait les boyaux. Tout ça criblé d'éclats d'obus. Voilà l'univers de ces soldats pendant encore les 4 ans de guerre qui restent. Alors du côté des brancardiers, voici comment ça se présente. L'ambition, c'est de chercher les blessés et de les mettre à l'abri, de les relever le plus rapidement possible. Pendant la journée, il y a les combats, il y a les bombardements, c'est quasiment impossible. Impossible de sortir des tranchées sans se faire tuer, ça serait complètement inutile. Donc ils partent à la maraude à la nuit, donc en trébuchant, parce qu'ils y voient très mal. Il y a quelques fusées éclairantes qui leur permettent de voir un petit peu ce qui se passe. Pendant la journée, à l'oreille, ils ont repéré qu'il y avait un blessé qui criait dans cette direction-là, donc ils vont voir s'il y a toujours quelqu'un de vivant à ramasser. Ils retournent les corps pour voir s'il y a encore des signes de vie, et puis dès qu'il y a quelque chose, eh bien, ils le chargent sur leur brancard et ils essayent de le ramener à l'arrière. Donc vous voyez un travail épouvantable, très très éprouvant, très dangereux aussi. Et ça aussi, ce travail des brancardiers, hein, c'est un travail extrêmement modeste, hein, des postes extrêmement humbles, mérite d'être souligné. Vous avez cette image lunaire sur la droite qui vous montre le champ de bataille. On voit 3 corps qui sont étendus, qui sont vraisemblablement morts, des explosions au loin. Voilà ce qu'on pouvait voir pendant la journée. Une fois un blessé chargé sur son brancard, donc pour tous ceux qui ont
savent à quel point ça peut être lourd, encombrant et difficile. On essaie de le mettre le plus rapidement possible à l'abri, donc de descendre le plus rapidement possible dans un boyau ou dans une tranchée. Ce qui est fait ici, éventuellement, de là, lui délivrer quelques soins, parce qu'avant, ce n'était pas possible. Là, éventuellement, on peut essayer de s'éclairer un petit peu, et puis éventuellement de mettre un garrot si c'est nécessaire. Mais surtout, on va essayer de l'acheminer vers le poste de secours. C'est pas toujours aussi beau que sur la photo qui est à droite, qui est dans une tranchée de champagne, ces tranchées crayeuses, très sèches, très propres, et c'était souvent beaucoup plus boueux, comme c'est évoqué sur ce monument qui est toujours dans le jardin du Val-de-Grâce à Paris, qui s'appelle le bout de la Somme, où vous voyez ce malheureux blessé plié en deux, roulé dans une couverture qu'on essaye tant bien que mal d'amener au poste de secours. Le poste de secours, cette fois-ci, c'est une toute petite structure qui est à l'abri, qui est enterrée dans une tranchée. Donc on descend dans le poste de secours. D'ailleurs, vous voyez, ils sont en train d'amorcer le mouvement là, ici. Et là, vous avez la vue de l'intérieur, le blessé descend dans le poste. Et là, des photos d'endroits célèbres, puisque là, c'est un poste de secours de la côte 104 à Verdun, donc sur la rive gauche de la Meuse, dans le secteur du Morton de Cumières, et l'autre le long du canal de la Marne dans la région de Reims. Et dans cet endroit enterré, on va essayer de faire quelque chose. Difficile parce que dans cet endroit, non seulement c'est une salle de soins, mais c'est aussi l'endroit où vit l'équipe médicale et les infirmiers. Sur la photo de gauche, vous les voyez, ils vivent dans une espèce d'apathie comme ça, et dans la salle immédiatement à côté, il y a les soins. Et c'est là qu'il y a les cris, qu'il y a les souffrances, hein, et ils vivent en permanence là-dedans. La photo de droite la représente un poste de secours relativement bien aménagé dans la Somme en juillet 1907. Alors cet endroit enterré, dans lequel on s'éclaire à la bougie ou à la lampe à acétylène, on y fait quelques soins, mais extrêmement sommaires. Le petit médecin auxiliaire ou médecin major qui est là désinfecte un petit peu les plaies, fait toujours une injection de sérum antitétanique, ce qui explique qu'on a eu très peu de tétanos pendant la guerre, met des attelles, finit une amputation quand vraiment un membre ne tient plus que par quelques chairs. Et puis après ça, le blessé va s'entasser avec quelques autres dans un coin. On attend impatiemment le passage des brancardiers régimentaires, divisionnaires, qui vont décongestionner ce poste pour qu'il puisse admettre d'autres blessés. Et vous voyez, c'est cette espèce de travail qui dure des nuits entières. Vous imaginez l'ambiance là-dedans, la souffrance, les odeurs, parce que quelquefois les blessés sont restés sur le champ de bataille plusieurs jours de gangrène, les cris, et quelquefois les obus qui tombent à proximité, qui ébranlent toute la structure, la terre qui tombe du plafond, et les blessés qui se mettent à hurler parce qu'ils pensent qu'ils vont se faire enterrer. Et donc des journées entières passées là-dedans. Je pense que lorsque l'on parle de syndrome de stress post-traumatique, de traumatisme psychique aujourd'hui, à la fois les blessés et les soignants ont dû en avoir leur part sans beaucoup en parler après. Cette image qui a l'air de sortir d'une bande dessinée était en fait faite par un médecin, qui est le médecin inspirant la vie, qui était un médecin d'active, qui avait un très bon coup de crayon et qui a montré en coupe ce que pouvait être un poste de secours à l'époque. Il a fait ça pendant toute la guerre, et vous voyez, c'est exactement ce que je vous décrivais, c'est-à-dire le poste de secours surchargé, les blessés qui attendent dehors leur évacuation, quelque chose d'extrêmement rustique, d'extrêmement pauvre. Et là, quand les brancardiers divisionnaires passent, il faut essayer d'amener les blessés le plus rapidement possible vers les automobiles. Et pour eux, ça va être le salut ultime. S'ils arrivent à joindre les automobiles, ils s'estiment quasiment sauvés. Alors on les évacue comme ça sur des chemins, comme sur ce tableau qui a été fait par un médecin combattant, grâce à ces ingénieuses poussettes porte-brancards de la maison Peugeot, parce que évidemment, il est plus facile de brancarder le blessé que d'avoir à le porter à bras dans ces conditions. Et là, ils vont joindre les autos. Alors les automobiles, c'est quelque chose d'extrêmement rustique aussi. Je vous ai dit qu'au début de la guerre, on en avait très peu, on était obligé d'en importer énormément. Alors c'est les maisons Ford et Fiat qui ont fourni beaucoup, là il s'agit d'une Fiat. En fait, c'était des espèces de camions qui avaient été aménagés, dans lesquels on allait monter une caisse en bois et des supports porte-brancards. On pouvait mettre là-dedans 5 blessés couchés ou 8 blessés assis. Les conducteurs étaient souvent soit des gens aisés, soit des conducteurs de maisons de maître, parce que très peu de monde avait son permis de conduire à l'époque, c'était extrêmement rare.
Et donc on les recherchait, puis après on a recruté parmi nos contingents indo-chinois et malgaches énormément de chauffeurs. Et voilà, à travers cette sculpture qui a été elle aussi faite par un médecin combattant, ce sont des plâtres qui sont au musée du Val-de-Grâce. C'est quelqu'un qui a eu le prix de Rome de sculpture après. Vous voyez comment ça pouvait se passer. C'est-à-dire tous ces blessés qui se pressent pour être chargés dans les ambulances, certains vont pouvoir rentrer dedans, les autres vont suivre à pied. L'ambulance se déplace tellement lentement qu'ils vont suivre à pied. Donc on appelle les petits blessés debout, avec les bras en écharpe, etc. Vont suivre à pied. Quelquefois, l'évacuation est encore avec un véhicule hippomobile, comme ici, et vous avez ce cortège des blessés qui suivent à pied, tous leurs sacs ont placés sur le sommet, et toute cette espèce de convoi s'en va qu'à un cas vers l'ambulance. Alors jusque-là, finalement, c'était encore assez rude et assez proche des conditions que je vous avais décrites au début, on ne voit pas beaucoup l'évolution. C'est à partir de ce stade que la révolution intervient. Arrivé à l'ambulance ou à l'hôpital d'évacuation, c'est-à-dire environ 10 à 15 km en arrière du front, là, on s'est décidé à envoyer les chirurgiens. Cette fois-ci, il commence à y avoir des chirurgiens dans ces formations. On va pouvoir trier et faire un tri chirurgical, un tri raisonné et opérer correctement. Sur cette image, vous voyez les ambulances qui stationnent dans la cour, c'est une ferme des Ilettes dans l'Argonne. Hein. Des véhicules hippomobiles, on va avoir pas mal de chevaux, les blessés que l'on débarque des brancards, et puis la foule des petits blessés qui sont debout et qui sont réunis par un médecin auxiliaire ici, qui attendent qu'on ait fini de débarquer des blessés couchés. Certains de ces hôpitaux d'évacuation ont été montés grâce à ces baraques en planches, baraques à Drian, et on a des véritables structures d'hospitalisation qui se sont mises près du front. Parce que cette fois-ci, la doctrine a complètement changé. Il ne s'agit plus d'évacuer les gens le plus loin possible à l'arrière. Et puis, bien sûr, des équipes chirurgicales qui sont dedans et qui opèrent à tour de bras avec ce que Georges Duhamel, qui était un des chirurgiens de la guerre, a appelé des techniques industrielles. C'est-à-dire, pour une équipe chirurgicale, 20 à 25 blessés opérés par jour, dans des blessés sérieux, ou 40 blessés s'il s'agit de blessés légers. Vous voyez, ça fait vraiment des cadences très soutenues avec des équipes qui étaient épuisées en fin de journée. Et puis une autre innovation qui est apparue, qui sont les fameuses automobiles chirurgicales, les autoshields. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire des structures mobiles qui étaient capables de se déplacer un petit peu partout sur le front. Grâce à ces véhicules automobiles, c'était relativement nouveau. Alors c'était environ une dizaine de camions Berlier, dont les 3 premiers étaient spécialisés. Le premier camion était destiné à la stérilisation, donc instruments stérilisés, et au chauffage. Ça veut dire que l'hôpital en planche qui allait être monté à partir de cette structure allait être chauffé, ce qui à l'époque était quand même un progrès énorme. Le deuxième camion était un camion radiologique. On pouvait faire des radios. La radiologie était une science toute nouvelle, elle était née juste avant la guerre. Antoine Béclair, c'est juste la veille de la guerre, il a été mobilisé. Marie Curie, qui a été une des promotrices de la radiologie de guerre, était présente aussi. Donc, c'est comme si aujourd'hui, on se retrouvait à pouvoir vous faire bénéficier des toutes dernières techniques sur le terrain. On avait embarqué ça sur les camions, et donc le deuxième camion était radiologie. Le troisième était le magasin, et puis ensuite les autres camions transportaient des planches et le personnel. Et une fois déployés, on avait des structures qui pouvaient soit être autonomes, comme sur la photo de cette ambulance russe là-haut, ou alors être accolés à un hôpital fixe et venir le renforcer. Il y avait par autochir 9 médecins, 4 chirurgiens et une trentaine d'infirmiers. Donc vous voyez, quand même une possibilité de soins et quelque chose d'extrêmement plastique, d'extrêmement mobile, hein, qu'on appellerait aujourd'hui une antenne chirurgicale. Je vais un petit peu vite. Voilà. Les techniques aussi. La plupart des blessés étaient opérés dans ces structures sous anesthésie générale. Anesthésie générale utilisant chloroforme et scopolamine, donc des choses qui étaient encore un petit peu primitives pour nous, mais qui avaient mérite d'exister. On n'est plus dans le chirurgien du Premier Empire avec le pignol, la scie et les hurlements. Il y avait réellement des anesthésies.
des équipes chirurgicales relativement importantes, hein, avec tout ce qu'il y avait de mieux qui était mobilisé. Les meilleurs chirurgiens du territoire étaient mobilisés dans ces différents hôpitaux. Là, c'est l'équipe du professeur Poitras de l'Académie de chirurgie qui est dans l'hôpital de Dugny à Verdun. Alors, j'ai évoqué la présence de la radiologie. Alors, pour les radiologues, quand ils voient ce genre d'instrument, ils trouvent effectivement que c'est assez primitif, mais là aussi, ça avait le mérite d'exister. Et la radiologie avait pour intérêt particulier de pouvoir repérer les parties métalliques. Vous comprenez bien qu'avec des balles, des éclats d'obus, il y avait énormément de débris métalliques dans les plaies, et donc on les contrôlait, et on pouvait aller les enlever et faire des radios de contrôle pour voir qu'on avait bien tout enlevé après. Tout ça, en général, sous des conditions de sécurité radiologique qui nous laissent un petit peu rêveurs, hein, de radioscopie, etc. Et énormément des médecins, chirurgiens, radiologues, à la fin de la guerre, ont souffert de radiodermite et de cancer dû aux rayons. Et ça, avant de les avoir utilisés, ils ne savaient pas à quel danger ils s'exposaient réellement. Donc là aussi, je vous présente, ces dessins que vous voyez depuis tout à l'heure ont été faits là aussi par un dessinateur non pas mobilisé parce qu'il était réformé, il souffrait d'une tuberculose osseuse, le pauvre, mais c'était un des grands affichistes de l'époque, des cabarets parisiens. Il s'était porté volontaire pour faire du reportage et pour aller faire des dessins comme ça sur le front. Et ces dessins qui rappellent tout à fait la ligne claire de Hergé sont tout à fait surprenants, et là aussi ce sont des collections qui sont détenues par le musée du Val-de-Grâce. Je vous ai dit qu'on hospitalisait à l'avant. Alors effectivement, on gardait les blessés opérés pendant des jours et des semaines avant de les évacuer sur l'arrière. Et donc vous les avez ici avec ces photos dans les fameuses baraques Adrien. Vous voyez aussi qu'on avait bien amélioré les choses puisque tout ce qui était lourd circulait entre les baraques grâce à ces petits chemins de fer à voie étroite avec ces chariots. Enfin, des véritables structures très moderne pour l'époque. Quand on voit que tout ça s'est fait en l'espace d'un an et demi, 2 ans, c'est un véritable changement radical. Et puis, à l'avant, nos infirmières de la Croix-Rouge qu'on retrouve. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait été très content de les trouver pour suppléer à l'intérieur, mais ces bénévoles étaient volontaires aussi pour aller à l'avant. On les trouve dans les autochires, on les trouve dans les ambulances. Vous les avez ici photographiés avec les médecins dans un hôpital de l'Avent. Alors il y avait plusieurs sociétés, la Société de secours aux blessés militaires, la plus ancienne, et puis après ça d'autres qui s'étaient montées, l'Association des dames françaises. Comme c'était des bénévoles, c'était des femmes qui étaient relativement aisées, qui n'avaient pas besoin d'être payées pour ce travail. Donc c'était souvent des jeunes filles de l'aristocratie ou de la grande bourgeoisie qui étaient là-dedans. Et il était de relativement bon ton à l'époque pour une jeune fille de bonne famille d'aller servir dans ces sociétés de la Croix-Rouge. Ça faisait partie de leur éducation. Et c'est amusant de voir ce qu'on a pu en raconter, parce que les médecins les regardaient quand même un petit peu en coin, parce que toutes ces grandes dames qui étaient très bien élevées, etc., et qui quelquefois entendaient bien de faire ce qu'elles voulaient et de ne pas se laisser non plus trop mener, était très difficile à commander, contrairement aux infirmières militaires. Et puis quelquefois aussi, c'était les mères de famille qui intervenaient. Vous comprenez bien que la fille qui avait été très bien élevée, qu'on envoyait dans ce milieu, avec ses poilus, qui avaient leur langage, qui avaient leur argot, qui avaient quelquefois leurs mains qui se promenaient un petit peu partout, etc., c'était très inquiétant pour ces mères de famille. Alors, il y a des lettres aux médecins-chefs des formations qui demandent si on ne pourrait pas employer cette jeune fille à la lingerie, par exemple. Autre aspect de la guerre, l'infection. Vous savez tous qu'en 14-18, il n'y avait pas d'antibiotiques. On a découvert beaucoup plus tard. Et pourtant, les infections étaient bien là. Ces plaies par éclat d'obus pleines de terre, pleines de débris, qui avaient traîné plusieurs jours. Et là, on a des choses admirables, et en particulier les travaux qui ont été menés par Alexis Carrel, qui était déjà prix Nobel de médecine à l'époque, et qui avait été mobilisé, et qui avait inventé l'irrigation des plaies avec des liquides chlorés, et qui avait mis au point avec son collègue britannique Dakin le fameux liquide de Dakin que vous connaissez tous aujourd'hui et qu'on continue à utiliser. Et grâce à ça, vous voyez là le système, les gouttes qui tombaient dans la plaie, on éliminait les bactéries, et jour après jour, on allait faire un prélèvement, et au microscope, le bactériologiste, c'est Carrel lui-même qui est là-bas,
compter le nombre de bactéries sur le microscope et regarder si par rapport au jour précédent ça avait diminué. Et quand ça avait diminué de façon significative, on disait au chirurgien, bon ben maintenant tu peux y aller, tu peux refermer. Hein, on avait laissé la plaie ouverte jusque-là. Ce sont des méthodes qui sont logiques, qui sont fastidieuses, mais qui ont sauvé des vies, qui ont sauvé des membres, qui ont fait faire des progrès considérables en l'absence d'antibiotiques. Hein, donc on voit qu'avec un petit peu d'imagination, de débrouillardise et de travail, quelquefois, on arrive à surmonter les difficultés techniques. Les évacuations vers la zone de l'intérieur avaient elles aussi évolué, puisqu'on s'était décidé à mobiliser des trains de voyageurs et non plus des wagons à bestiaux pour évacuer les blessés. Cette fois-ci, on avait des wagons dans lesquels on pouvait circuler, dans lesquels les infirmiers pouvaient aller s'occuper des blessés, leur donner à boire. Et ils se déplaçaient toujours aussi lentement, hein, 15, 20, 30 km/h pour les trains rouges, ceux qui avaient les grands blessés, munis de l'étiquette que vous avez en haut. Mais enfin, malgré tout, ça avait quand même considérablement évolué. La photo en bas à droite est le fameux Petit Meusien, qui était le train qui a évacué quasiment tous les blessés de Verdun. C'était un train privé qui avait été mis à disposition du commandement, sur une voie étroite, parce que la voie sacrée n'était pas utilisable pour les ambulances, la voie sacrée était réservée au transport de troupes et de munitions. Donc les blessés empruntaient cette voie. Et puis une fois le voyage pratiquement achevé, ils arrivaient dans des grandes gares de triage. Ici, c'est un tableau qui représente la gare de la Chapelle à Paris, donc vous voyez au nord de Paris, hein, qui servait tous les hôpitaux du grand tranché de Paris. Et vous voyez cet immense centre de triage organisé de nuit sur les quais de la gare de la Chapelle. Là aussi, c'est des visions quasiment infernales qu'on a. Mais en fait, le travail était fait. Vous avez sur la droite du tableau un officier d'administration qui est un petit peu dans la lumière, qui a sa liste avec le nombre de places disponibles dans les différents hôpitaux. Donc il va pouvoir envoyer les différentes voitures d'ambulance qui sont là. Et puis tous ces blessés qu'on charge, vous voyez les uniformes bleu horizon, les cabines, parce qu'il y a des Britanniques là-bas au fond aussi. Et tout ça va être envoyé vers les différents hôpitaux parisiens. Alors ces hôpitaux parisiens sont extrêmement nombreux. Pour Paris, je ne saurais pas vous dire, mais par exemple pour la ville de Marseille pendant la guerre, on a dénombré à peu près 80 hôpitaux. Donc hôpitaux improvisés, certes, mais 80 structures. Donc beaucoup plus à Paris. Dans des endroits quelquefois un petit peu inattendus, comme ici le Grand Palais, qui est un immense hôpital, en particulier de traumatisés et de rééducation. Le Pré-Catelan aussi, hein, qui était un hôpital néerlandais, parce que là aussi, nos alliés ou les pays étrangers neutres avaient fourni des hôpitaux. On avait même des hôpitaux japonais. Le fameux hôpital américain de Neuilly, vous avez tous entendu parler à Paris, date de cette époque. C'était un hôpital payé par les Américains, installé à Paris et qui existe toujours. Et puis quelquefois des structures plus modestes, comme cet hôpital de la rue Honorat à Marseille, hein, avec toujours le sempiternel poêle à charbon au milieu, et la redoutable infirmière major avec son brassard rouge, hein, qui est chargée de surveiller la discipline des poilus et qui distribue ou qui ne distribue pas les permissions. Et puis bien sûr, dans ces hôpitaux de l'intérieur, il nous faut citer aussi tous ceux qui étaient spécialisés, comme ceux des blessés de la face. Hein. Et là, certains d'entre vous ont vu les films, hein, en particulier ce fameux film qui s'appelle La Chambre des officiers, hein, avec ces gueules cassées, hein, et ces progrès considérables que la chirurgie de la face a fait pendant la guerre de 14-18, autour en particulier du professeur Maurestin, dont vous avez la caricature en bas à gauche. Et puis bien sûr les traumatismes psychiques. On en parle beaucoup aujourd'hui, on en parlait moins à l'époque, et pourtant ils étaient confrontés à ça. C'était tellement impressionnant qu'un certain nombre de blessés avaient des attitudes particulières. C'est ce que vous avez sur les moulages qui sont à droite de la photo. Ces attitudes de gens qui sont pliés en deux, on les appelait des pliqueturés, parce que ces hommes qui avaient subi des bombardements pendant des journées entières, hein, qui avaient rentré la tête dans les épaules, qui avaient essayé d'éviter, etc., avaient gardé cette espèce de contracture dont ils n'arrivaient pas à se défaire. Et donc on essayait de traiter avec des méthodes assez barbares, avec l'électricité, avec tout ça. Et on découvrait à l'occasion de cette guerre de 14-18 ce que c'était que la blessure psychique, qu'on commence à un petit peu mieux connaître aujourd'hui. Et je suis quasiment sûr que c'est une blessure qui a touché pratiquement 100% des combattants, y compris ceux qui n'ont pas été blessés, étant donné les conditions de combat dans lesquelles ils ont été. Et puis bien sûr, ces blessés, ces estropiés qui étaient extrêmement nombreux. Hein. On estime qu'il y a eu à peu près 300 000 mutilés à la fin de la guerre. Vous avez ici le retour de tous les amputés, rien que pour
Et là aussi, on a fait des progrès énormes, des progrès d'appareillage. L'appareillage tel que vous voyez maintenant, les grands débuts, c'est à ce moment-là. Les paysans, par exemple, pour une région rurale comme ici, un homme qui avait été amputé de l'avant-bras, par exemple, était muni de 2 prothèses. On lui faisait une prothèse de l'avant-bras avec une main en bois qui lui permettait de s'habiller et de ressembler quand même à un homme à peu près symétrique. Et il avait une prothèse professionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une main qui ressemblait à une main, il avait un outil au bout et qui était adapté à ce qu'il faisait. S'il était agriculteur, il avait une espèce d'anneau qui lui permettait de mettre une faux dedans, pour pouvoir s'en servir. Les cordonniers avaient des outils, etc. On avait inventé une multitude de choses. C'est absolument incroyable de voir l'inventivité qu'il y a eu autour de l'appareillage des amputés à ce moment-là. Et puis, là, on a évoqué jusqu'à présent les conditions de combat dans les tranchées de l'Est de la France, mais il y a eu énormément d'autres choses. Et on ne pourra faire que passer rapidement ici sur les autres conditions. Le combat en montagne. Et ça, ça a été le fait, en particulier des unités de chasseurs alpins qui ont été déployées dans les Vosges. Hein, vous avez peut-être en tête cette célèbre bataille du linge de l'Artmann Wielerkopf, hein, du Reich-Ackerkorps, etc., dans les Vosges. Hein, ou également dans les Alpes italiennes, puisque après la défaite italienne de Caporetto en 1917, on a envoyé aussi des troupes françaises qui sont allées se battre dans les Alpes vénitiennes. Et là, imaginez les conditions d'évacuation des blessés dans un tel environnement, avec la neige, l'altitude, les chemins de montagne. Alors, les cacolets sur le dos des mulets, vous avez ici un cacolet de l'Académie du Val-de-Grâce avec un tableau qui représente son utilisation, ou alors les traîneaux, les schlitts des Vosges, hein, comme celle qui est ici, employée de façon ingénieuse, c'est-à-dire avec des patins et une roue et un levier. C'est-à-dire quand il y a de la neige, on est sur les patins, et dès qu'il n'y a plus de neige, qu'on arrive sur les cailloux, on active le levier, la schlitt passe sur ses roues, et on continue. Le mulet continue à tirer ça sur le chemin. Et puis bien sûr l'armée d'Orient. Alors l'armée d'Orient à laquelle on peut être particulièrement sensible ici, puisque quand j'ai fait l'inventaire des morts pour la France de la Farge, j'ai vu que sur les 25 environ qu'il y en a 2 qui sont morts en Orient. Donc dans la presqu'île de Salonique, en Albanie, puisque là-bas on allait attaquer les Bulgares et les Autrichiens pour soutenir nos alliés serbes, aux côtés des Italiens, des Anglais et des Russes. Et là aussi, conditions particulières, avec d'autres choses, la chaleur quelquefois, la région marécageuse, le paludisme. Et puis enfin, ceux dont on parle rarement, qui sont les médecins de la marine, qui avaient été aussi mobilisés avec les navires hôpitaux. Vous avez ici une image de la coursive du France 2, qui était un paquebot transformé en navire hôpital, 2000 lits à bord, avec des blocs opératoires. On opérait les malades pendant la traversée. Et on a pu évacuer énormément de malades de l'armée d'Orient vers les hôpitaux d'Alexandrie en Égypte, vers l'hôpital de Bizerte en Tunisie, qui était une grosse plaque tournante. Et de là, ils pouvaient repartir sur Toulon et sur toute la région ici. Et il y a eu énormément de blessés qui avaient fait ce trajet, qui ont atterri dans les petites formations de la région ici. J'ai pu trouver par exemple, à côté de chez moi, des photos de blessés où on voit même des officiers serbes qui ont été évacués jusqu'en Provence. Donc cet apport considérable aussi du service de santé de la marine, en plus de celui qui avait été le leur lors du tout début de la guerre en 1914, au moment de l'intervention de la brigade des fusiliers marins à la bataille de Dixmude. Donc des progrès énormes qui ont fait dire à un chirurgien dans les années 20 ceci. Un blessé qui aurait reçu un éclat d'obus dans le genou en 1914 avait toutes ses chances d'aller mourir de gangrène à Bordeaux ou à Nice. Vous avez bien compris pourquoi on l'évacuait le plus loin possible, ça avait duré des journées. Un an après, on lui aurait coupé la cuisse et il aurait été sauvé, mais avec une cuisse en moins. Encore un an après, on lui réséquait l'articulation, c'est-à-dire qu'on enlève l'articulation, on lui rend la jambe complètement raide, mais il garde sa jambe sans pouvoir la plier. Et vous voyez, on a encore gagné une étape. Et enfin, à la fin de la guerre, il aurait conservé l'ensemble et il aurait même pu plier sa jambe sur sa cuisse. Donc vous voyez ce qui s'est passé à travers toutes ces évolutions qu'on a très rapidement évoquées ici, hein, mais un progrès considérable dans la prise en charge des blessés. Ça n'avait plus rien à voir à la fin de la guerre avec ce que ça avait été au début. Et c'était les prémices de ce qu'on a aujourd'hui. Il y a énormément de choses qui sont dans
la doctrine de la prise en charge des blessés de guerre aujourd'hui, qui trouvent leurs origines. Bien sûr, il y a eu énormément d'améliorations depuis, hein, mais le gros changement a été là. Le changement avec tous les siècles précédents s'est fait pendant cette guerre. Donc, si on peut dire, c'est le côté positif de la guerre de 14-18, c'est que, comme le disait le sous-secrétaire d'État Justin Godard, les médecins sont les seuls à pouvoir faire bénéficier ceux qui vivront dans la paix de ce qu'ils ont appris dans la guerre. On a fait des progrès tellement énormes. Un exemple caricatural est celui des décès de la face, des gueules cassées dont je parlais tout à l'heure, mais il y en a eu énormément d'autres. Et donc voilà, pour les évoquer, il y a relativement peu de choses en France. La mémoire, c'est pour ça que c'est important de faire ce genre d'exposé, de faire ce genre de rappel. Voilà quelques-uns des monuments quand même. Un monument dans la cour du château de Pierrefonds, dans la région à l'est de Paris, là où est tombée une infirmière militaire en 1918, c'est donc un monument aux infirmières militaires. Un petit monument modeste dans le fond du cimetière de Berck, et un autre monument aux infirmières lui aussi, mais international, au centre de Reims. Quelques portraits de ceux qui ont été cités, on pourrait en mettre beaucoup d'autres. Là, c'était des médecins, là, c'est des brancardiers. Il y en a un extrêmement célèbre qui est en haut à gauche de la photo, comme brancardier, c'est Henri Barbus, hein, qui a écrit des livres retentissants sur la guerre de 14, et puis d'autres beaucoup plus anonymes. Et vous voyez la présence de ces infirmières, de ces sœurs, de ces aumôniers aussi, qui ont servi comme brancardiers. Voilà, on termine avec les emblèmes et les devises de notre service il y a encore quelques années et aujourd'hui. Un certain nombre d'anciens sont là et les reconnaîtront facilement, qui montrent que finalement les valeurs n'ont pas changé. Celles qui existaient avant la guerre de 14-18, qui se sont poursuivies et que l'on continue à entretenir aujourd'hui, sont toujours les mêmes. Et je vous remercie pour votre attention. Oui. Quel était, s'il vous plaît, le taux de décès entre la prise en charge de ces blessés qui étaient encore vivants à l'antenne initiale sur le front? On ne sait pas, on n'a pas de statistiques là-dessus. C'est difficile à dire, mais enfin très important et variable. Vous avez vu au début de la guerre extrêmement élevé, on était au-dessus de 50%, et sans doute beaucoup plus bas. Mais avec une évolution en dents de scie, ça n'est pas aussi continu que ce que je vous ai montré. Par exemple, lors des grandes offensives, en particulier au moment du chemin des Dames, on s'est retrouvé à nouveau devant des afflux massifs de blessés. En plus, le commandement ayant changé, en passé le commandement suprême au général Nivelle, qui avait décidé, lui, de repasser dans une sorte d'offensive à outrance, on est revenu aux Allemands de 1914. Et là, pendant un moment, on a eu à nouveau, pendant avril 1917, des taux de mortalité absolument énormes. Et par contre, à nouveau aussi pendant les offensives de 18. Tout à fait à la fin de la guerre, à partir de juillet-août 18, quand la guerre de mouvement a repris, on est sorti des tranchées. Alors là, c'était plus du tout adapté, et à nouveau, on a eu des afflux massifs de blessés, le débordement et les taux de mortalité. Et le 15e corps, alors là, je ne vais pas déflorer le sujet, parce que je sais que ça va être abondamment développé par le Naour quand il va venir ici. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement ce que je vous ai montré au début. On avait décidé d'interrompre le fameux mouvement de flot de l'armée allemande, de Planschlieffen, en les prenant de flanc. Et donc, on a fait une énorme offensive dans les Ardennes pour essayer de les prendre sur l'arrière. Seulement, on n'avait pas réalisé que les Allemands avaient tendu un énorme piège. Ils étaient en Lorraine occupée, entre guillemets, chez eux à l'époque. Ils avaient balisé le terrain, ils savaient que les Français étaient très agressifs et allaient attaquer. Et quand les fantassins ont avancé, ils ont bien vu qu'il y avait des panneaux avec des couleurs dessus. Ils n'ont pas compris ce que c'était. C'était les panneaux de balisage de l'artillerie allemande qui attendaient que les Français avancent et au signal qu'elle allait déclencher un feu d'enfer. Et là, effectivement, il y a eu des milliers d'hommes qui sont tombés sans avoir vu un Allemand, parce que c'était cette fameuse artillerie lourde qui tirait de 15 km en arrière. Et donc cette hécatombe du 22 août, c'est le jour le plus meurtrier de toute la guerre de 14, c'est exact. Au tout début, oui. Parce que c'était nouveau, il n'y avait pas de masque à gaz, donc comment on a procédé au début par rapport à ce problème? Alors, comment on a réussi à les soigner? Je n'ai pas développé ça parce que ça devrait être trop loin, mais je vous remercie de la question. Ben, au début,
blessés touchés par les gaz se présentaient comme des asphyxiés ou des noyés. Hein, ils arrivaient comme ça. Et en fait, ce qu'on leur a appliqué, c'est les traitements qu'on a appliqués aux noyés. Et en particulier avec des choses qui nous feraient bondir aujourd'hui, en particulier des saignées, hein, des choses comme ça. Et puis petit à petit, on a découvert ce que c'était que la spécificité des gaz. Il y a un médecin qui s'appelle Wavnel qui s'est lancé à fond là-dedans. On a créé des ambulances spécialisées, les fameuses ambulances Z, dans lesquelles on les traitait, et on développait petit à petit des antidotes. Et c'est là que les pharmaciens sont intervenus pour essayer d'identifier les différents produits, parce qu'on a utilisé une multitude de produits successivement. C'était du chlore au début, ça a été de l'hypérite ensuite, après ça des arséniés, et il fallait chaque fois s'adapter. Mais ça a été énormément de tâtonnements. Énormément de tâtonnements aussi dans la protection. Hein. Au début, les poilus étaient équipés simplement d'un tampon de gaz dans une enveloppe, et ils mettaient ça sur la bouche pour éviter de respirer. Puis après ça, on a commencé à préparer des solutions avec lesquelles on imprégnait ces tampons pour neutraliser les gaz. Puis après ça, des lunettes. Puis après ça, on a inventé les masques. Oui, pardon. Produits pharmaceutiques aussi. Produire, ça devait être... Oui, alors là aussi, alors c'est toute une histoire de chaîne d'approvisionnement, de mobilisation à l'arrière. Un des très beaux exemples, un petit peu en marge de ces produits pharmaceutiques, sont les vaccins. Je ne vous en ai pas parlé, mais au début de la guerre, on a eu une énorme épidémie de fièvre typhoïde. Puisqu'une partie seulement du contingent était vaccinée, ceux qui étaient sous les drapeaux, tous ceux qui étaient mobilisés ne l'avaient pas été, et il s'est avéré nécessaire de vacciner massivement l'armée. Et on s'est mis à fournir des millions et des millions de doses de vaccins antityphoïdes. Ça a été fait dans les délais. On a enrayé l'épidémie à tel point que le médecin général qui avait été chargé de ça, qui était Hyacinthe Vincent, a été décoré à la fin de la guerre de la médaille militaire. C'est exceptionnel pour un officier général d'être décoré de la médaille militaire. Les autres qui l'étaient, c'était Joffre, Foch eux-mêmes. Et c'est Joffre qui avait décidé, à cause de sa participation à la victoire, à travers cette production massive de vaccins. Pouvez-vous nous dire du suivi des personnes, des soldats qui ont eu les pieds gelés et des problèmes circulatoires Oui, alors il y a eu deux sortes de choses. Il y a eu pendant le premier hiver en particulier, et aussi pendant l'offensive de chemin des âmes, des pieds gelés, et aussi un autre phénomène qui n'est pas exactement la gelure, mais qui aboutissait quelquefois aux mêmes conséquences, qui était ce qu'on appelle les pieds de tranchée, qui était dû à une mauvaise circulation dans les jambes, hein, qui faisait quelquefois, qui pouvait aboutir à l'amputation. Mais c'était des soins locaux jusqu'au moment où on était obligé d'amputer. Il y en a beaucoup qui ont été amputés à cause de ça. Mais c'était extrêmement simple. Et les pieds de tranchée, ça a été une énigme au début. On s'est posé des questions pour savoir d'où ça venait. Ça arrivait chez des gens qui n'avaient pas été gelés. La température n'était pas descendue en dessous de zéro. Et ça faisait partie justement de ces conditions particulières de vie dans les tranchées, hein, de la station debout, des jambes serrées, de la température, etc., etc., l'humidité. Il y a quelque chose qui m'a étonné aussi, puisque de la Première Guerre mondiale, c'est que il y a eu les premiers combats aériens, l'aviation militaire. Bon, là justement, dans l'exposition, on a le capitaine Georges Binemer, là, on va le mettre en avant par rapport à tous ces combats qu'il a fait. Bah, surtout avec la proximité de la base de Salon. Voilà. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas utilisé, je ne dis pas en 1914, mais vers la fin, l'aviation militaire pour transporter les blessés? Quand vous voyez ce que c'est qu'un avion militaire à l'époque, quand vous voyez en particulier les Maurice Farman au début de la guerre, c'était un petit peu acrobatique. Malgré tout, on y a pensé. On y a pensé, et en particulier, il y a un de grands anciens qui s'appelait Robert Piquet, et qui a donné son nom après à l'hôpital militaire de Bordeaux d'aujourd'hui, et qui s'est lancé là-dedans, effectivement, mais on était en 1917-1918 à un stade quasiment expérimental. Ça s'est fait à l'unité, etc. Évacuer un blessé par voie aérienne, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça, du point de vue technique, ceux qui l'ont fait le savent. Et en plus, avec les avions de l'époque,
hein, surtout un blessé couché. Hein. Donc vous voyez les conditions dans lesquelles étaient installés eux-mêmes les pilotes. Mais effectivement, on y a pensé. Il y a des tas de choses qui ont vu leur tout début pendant la guerre. Hein. Il y a ça, il y a la transfusion sanguine aussi, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a les tout débuts de la transfusion sanguine avec le sang conservé. En particulier, il y a le rôle de la faculté de médecine de Montpellier. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. J'ai mis à défiler ici, en avant-première un petit peu, les portraits, entre guillemets, des morts de la phare. Hein. C'est ce que disait tout à l'heure M. Leonardo. J'ai repris la liste qui est sur le monument aux morts, et en fonction des unités, on a représenté tous ces hommes dans la tenue dans laquelle ils étaient à l'époque où ils ont été tués.